Nous sommes le lundi 25 mars 2024 et aujourd'hui, pas d'intro, pas de jingle, on commence tout de suite, vous avez vu le titre, vous avez vu la vignette, vous vous doutez bien de quoi on va parler, de toute façon, on fait toujours le tour de l'actu et on commence avec les événements du week-end. Et Rose Namajunas qui a regoûté à la victoire après 2 ans et demi de disette, mais bon, faut pas s'emballer non plus, elle avait combattu que 2 fois, la première fois elle avait perdu son titre des poids paille, la deuxième fois elle était montée en mouche, elle avait perdu contre notre française Manon Fiorot, et ce week-end c'est bon, elle a renoué avec la victoire. Elle a expliqué forcément qu'elle était pleine de doutes jusqu'au moment où elle est rentrée dans la cage. On se doute bien, une championne comme elle a fait partie de l'élite et elle fait toujours partie de l'élite du MMA féminin au niveau mondial. Forcément, 2 défaites de suite, c'est pas commode pour elle. Et fallait bien se remettre dans le sens de la marche. Elle a aussi expliqué qu'elle pensait qu'elle serait plus rapide ce soir-là. Elle a dit bon voilà, j'aurais pu mieux faire. Heureusement, je dirais, elle a un bon timing, Rose Namajunas, elle a un bon coup d'œil, donc ça peut parfois combler si elle a un manque de vitesse. En tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti. Elle a aussi dit que la cage était plus petite que ce qu'elle pensait. C'était une première pour elle, l'Apex. De mémoire, je l'avais jamais vu combattre là-bas. Elle avait toujours combattu sur des gros événements. Donc, il faut bien un début à tout. Et puis, elle est contente aussi de devoir faire ses preuves dans cette nouvelle catégorie. Alors, c'est ce qu'elle dit parce qu'elle n'a pas trop le choix non plus. Mais elle dit voilà, j'aurais eu le choix peut-être de monter lorsque j'étais championne. J'aurais fait un combat pour la ceinture tout de suite. Et bah là, finalement, c'est pas grave. Ça fait partie de l'histoire. J'étais championne des poids paille. Maintenant, je suis chez les poids mouches. C'est déjà mon deuxième combat. Est-ce que j'aurai un combat pour la ceinture dès mon prochain combat? Je suis pas convaincu, peut-être si je l'ai, je dirais pas non, mais s'il faut faire encore un combat, pourquoi pas Maycee Barber. Quand elle est arrivée à l'UFC au début, elle a parlé de moi, elle a dit qu'elle voulait m'affronter. C'est une dure à cuire, moi ça me motive à m'entraîner, ça me motive à me lever le matin, donc si je dois l'affronter, je serais très ravi. Mais je répète, si elle a sa chance pour le titre qui vient ensuite, forcément, ce serait dommage pour la française, Manon Fiorot, parce qu'elle combat elle dans une semaine ou 15 jours. Si elle gagne, on sait qu'elle est très bien placée. Je serais un peu dégoûté pour elle en cas de victoire que Rose Namajunas lui passe devant, mais avec le palmarès de Rose, on sait que tout est possible. Et sinon, elle s'est dite prête à affronter n'importe qui. Cette carte principale, on l'avait ouverte avec Padilla contre Pajuelo ou Paruelo, vous m'excuserez. Padilla qui a très bien dominé, franchement, il a très bien géré son allonge. Et au moment où on pensait que son adversaire était revenu dans le combat, il l'envoie au tapis sur un bras arrière en ligne magnifique, j'adore ce genre de coup. Un coup direct qui passe entre la garde, l'autre avait les mains hautes portant, boum, il le prend pleine tête, il s'écroule. Tout de suite, Padillo le suit au sol, vous avez vu ce qui s'est passé. L'autre se relève, mais il le prend dans un étranglement debout. On voit pas ça tous les jours, c'est magnifique, j'ai adoré. Et puis en conférence de presse, Padilla, il a dit qu'il avait travaillé sur son agressivité. Ça lui a fait défaut par le passé. Il dit c'est pas tant le fait d'être agressif, c'est d'être agressif jusqu'au bout. Faut que je termine mon adversaire. Il dit moi je suis un gars bien, j'ai envie de faire de mal à personne, mais je suis un combattant. Donc jusqu'au bout, faut que j'y aille, jusqu'à ce que l'arbitre me saute dessus pour arrêter. Et quand il a mis ce fameux direct en ligne à son adversaire, il le dit. J'ai vu que ses yeux étaient grands ouverts, j'ai compris qu'il n'avait pas apprécié. Quand je l'ai suivi au sol, il n'a pas apprécié le grand endpoint non plus. Donc là, j'ai su que j'étais en train de prendre l'ascendant. Et ça sentait très bon pour moi. On a aussi eu le combat de Quarantillo contre Zalal. Zalal, c'est un remplacement. C'était un ancien pensionnaire de l'UFC qui n'avait pas affronté n'importe qui. Il a vu des gros combats. Il a vu Topuria, il a vu Woodson, etc. Je crois qu'il avait fait 5 combats à l'UFC. 2 victoires, 3 défaites, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a vu 3 défaites de suite. Et je crois qu'il y a eu un draw à la fin. Enfin, c'était une très mauvaise série pour lui. En plus, il a expliqué que quand il y a eu le tough McGregor contre Chandler, il avait été recontacté pour participer à l'émission. Il a été à Las Vegas, il a passé tous les tests médicaux et très peu de temps avant de commencer à tourner, on lui a dit que finalement, non, c'est pas lui qui était retenu. Donc forcément, il l'avait mauvaise. Mais là, voilà, il a eu l'occasion en short notice de revenir à l'UFC. Et quelle performance! J'ai adoré ses déplacements. J'ai adoré ses enchaînements. Il faisait de belles entrées-sorties. Franchement, c'était très fort. C'était du striking de haut niveau. Et puis quand j'ai vu que Quarantillo essayait la lutte et que ça marchait pas, je me suis dit ok, là ça va être très compliqué pour lui. Si Quarantillo l'avait amené au sol et l'avait un peu réussi à le maintenir au sol, à le fatiguer, à pourrir le combat, je me serais dit bon, là on a un combat, on a Quarantillo qui va essayer d'aller au sol non-stop et Zalal qui va essayer de se relever, mais non, Quarantillo n'a pas réussi à aller au sol. J'ai adoré les 2 balayages qui nous sortent au round 1 et round 2, pareil, on voit pas ça souvent, même si on le voit de plus en plus. Et puis au sol, il y a eu du magnifique grand endpoint, il y a eu de la prise de dos dès le premier round. Donc là, on avait Zalal en roue libre, il dominait debout, il dominait au sol, c'était magnifique. Et dans le round 2, ça a très vite été au sol, il lui prend le dos, il l'étrangle. Quarantillo n'a pas existé dans ce combat, pourtant c'est pas n'importe qui. Et pour Zalal, quelle performance, quelle manière de revenir à l'UFC. Il avait été combattre un petit peu ailleurs, forcément, pour continuer à faire de l'argent, puis continuer à prendre de l'expérience. Et il l'a dit en conférence de presse, je voulais prouver que je méritais ma place ici. Il y a beaucoup de gens qui ont douté de moi, je voulais tous les faire taire. Je suis le premier à soumettre Quarantillo et j'en suis très fier. Et puis voilà, il dit moi mon but je suis ici c'est pour changer ma vie, changer la vie de ma famille. Je vois beaucoup de partenaires d'entraînement qui arrivent à avoir des gros contrats, qui arrivent à prendre plus d'argent. Donc moi c'est ce que je veux, je suis aussi là pour ça. Et puis il dit maintenant quand je pense à ce qui s'est passé, le fait que l'UFC me cut et me rappelle plus tard, ça m'a fait du bien, mentalement j'ai mûri, aujourd'hui je suis prêt. Le Zalal que vous avez en face de vous aujourd'hui, il a rien à voir avec le Zalal que vous aviez en face de vous il y a quelques années et je compte bien le prouver.
Et puis il le dit aussi, j'ai fait une grosse erreur la première fois que j'étais à l'UFC, c'est que j'ai combattu 5 fois en l'espace d'un an. Là, faut que je ralentisse, faut que je parle avec ma team, faut que je parle avec mon manager, faut que je sois plus intelligent dans la façon dont je vais gérer ma carrière. Et là-dessus, je pense qu'il a raison, il a appris de ses erreurs et c'est très très bon pour lui. On a aussi eu le choc des jeunes prospects entre Talbot et Simon. Talbot, quelle performance lui aussi, hein, ultra puissant, il semblait beaucoup plus puissant que son adversaire, plus agressif, plus serein. Et puis j'ai adoré quand il a saisi la jambe de Simon et qu'il l'a jeté. Franchement là ça voulait tout dire, ça a résumé tout le combat, c'est-à-dire tu peux essayer ce que tu veux, je suis plus fort que toi et il va rien m'arriver. Simon, quand il frappait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de dégâts, mais il m'a quand même bluffé, parce que la première moitié du premier round, les 2 minutes 30 du premier round, ce qu'il prend, franchement, c'est violent. Je vous invite à aller voir mon Twitter, d'ailleurs j'ai retweeté quand il prend le coup de genou, le bruit du coup de genou est impressionnant. Le lien de mon Twitter, il sera en dessous de la vidéo, je vais y être de plus en plus actif, je vais vous en reparler tout à l'heure, je ferai une petite annonce. Et puis Simon qui revient bien dans la deuxième moitié du premier round, je me dis, wow, la vache, avec ce qu'il vient de prendre, il arrive encore à proposer des choses, il y va toujours, franchement c'est chapeau à lui. Et puis pourtant Talbot aussi, je trouvais qu'il avait la garde un peu basse, parfois même à courte distance, à distance de boxe, il avait les bras un peu bas, je me disais, oh, attention, en face ça peut frapper fort, ça peut être précis. Et puis non, finalement Simon a survécu jusqu'à la fin du premier round, il est même bien revenu. Et au deuxième round, il se fait terminer très vite, franchement, chapeau à Talbot. Très tôt, on a fait des comparaisons entre lui et Sean O'Malley, mais ça c'est le style, c'est la coupe de cheveux, c'est le fait que ce soit plutôt des strikers, mais moi je pense que c'est trop tôt dans sa carrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a encore besoin de se construire, mais la performance qu'il a fait là, franchement, chapeau à lui. Il a expliqué lors de la conférence de presse qu'il s'est senti très bien quand il a commencé à reprendre du poids suite à la pesée. Il s'est dit, ah là, il va se passer quelque chose, je sens que je suis bien, je reprends bien du poids, je suis pas trop fatigué, je suis pas trop cassé par le cutting. Donc je suis très satisfait de ça, et puis c'est bien parce que ça lui arrive tôt dans sa carrière, hein. Il est très jeune Talbot. Et de savoir très jeune comme ça qu'il peut gérer la perte de poids et très bien reprendre après, on sait que plus tu vieillis, plus c'est dur. Donc si déjà quand t'es jeune, t'as du mal à gérer, là il a peut-être trouvé la bonne méthodologie, il est peut-être très bien accompagné aussi, c'est positif sur la suite. Pour la suite, pardon. Et puis voilà, je savais que Simon avait une grosse reconstruction faciale, je vous en avais parlé la semaine dernière. Il s'est fait refaire le nez et je ne sais plus quelle partie du visage. Et il dit bah voilà, c'est dommage, mais moi fallait que je tape ici pour que ça casse. C'était son point faible et j'y suis allé, j'ai frappé très fort au visage. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt dans le combat, mais je suis très satisfait. Et puis pour la suite, il a pas d'adversaire en tête. Il a parlé de Dominic Cruz, mais c'était plus une blague. Il dit voilà, je prendrai n'importe qui me permet d'intégrer le top 15 et puis de grimper les échelons. Donc Dominic Cruz, c'est peut-être un petit peu tôt. Je suis pas sûr que Cruz veuille prendre Talbot. Mais moi, je lui souhaite le meilleur pour la suite. On va suivre sa carrière de très très près. Ensuite, on avait un ancien jeune prospect, Shahbazyan, qui a affronté Dobson. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Shahbazyan il arrive à l'UFC, tout le monde parle de lui parce qu'il fait partie de la team de Ronda Rousey. On nous dit qu'il a fait une très belle carrière avant d'arriver à l'UFC, que ceci, que cela, on y croit. Bon, la hype est vite redescendue parce qu'il a pris quelques défaites, hein, notamment face au Français Nassourdine Imavov. Et puis ça sentait la poudre, hein, dès le début dans ce combat-là, on sentait que ça voulait taper très très fort. C'est Dobson qui a touché en premier et Shahbazyan nous fait un magnifique comeback. Pour résumer ceux qui n'ont pas vu, il est touché debout, on sent qu'il est mal, il amène le combat au sol. Son adversaire arrive à se relever, donc là encore une fois on se dit bon, s'il veut survivre, mieux vaut aller au sol, et finalement il le met KO debout, franchement c'était très très beau, c'était très très fort, et il l'a dit ensuite, hein, il dit ouais j'étais en très grande forme, je me sentais très bien, j'ai toujours une mentalité de tuer ou être tué, mais quand je suis arrivé dans la cage là je sentais qu'il allait se passer quelque chose, j'étais très bien, j'avais pas besoin de me motiver, j'étais déjà motivé, c'est très bon signe. Il met ça sur le fait qu'il a eu un magnifique camp d'entraînement, il a changé de team, il s'entraîne maintenant à l'Extrême Couture, hein, c'est notamment la team de Sean Strickland. Il dit on a souvent posé des questions sur mon cardio, vous inquiétez pas, il était là, j'étais en très grande forme, j'ai pas eu l'occasion de le montrer. Si on avait été ne serait-ce qu'au deuxième round, vous l'auriez vu que j'étais pas si fatigué que ça. Et puis voilà, au début j'étais bien touché, franchement il m'a touché très très fort, mais j'étais toujours là, j'étais toujours dans mon combat. Je suis très content d'avoir traversé cette adversité, et ça c'est vrai que mentalement je pense que ça va lui faire du bien. Il a dû beaucoup douter dans sa carrière, hein. Il est passé du mec qu'on voyait peut-être aller titiller les étoiles, à ce gars en fin de compte, voilà, qui était pas au top, hein. On avait peur qu'il soit toujours un peu en sortie de top 15, fin de top 15, alors je dis pas que ça y est c'est réglé, il va aller chercher la ceinture, mais là il a envoyé un signal très positif, donc de savoir qu'il peut prendre ça et revenir dans un combat, c'est très très bon pour lui. Le plan c'était de rester debout, de faire des dégâts petit à petit, voilà, de construire sa victoire. Il dit bah finalement ça s'est pas passé comme ça, j'ai gagné, tant mieux. J'ai pris de l'expérience depuis mes premiers combats et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans la cage et j'ai appris de mes erreurs. Ensuite, on avait le co-main event Tafa contre Williams. Alors là aussi, il y avait de la puissance, hein. Bon, la puissance, on va pas se mentir, elle a diminué au fur et à mesure des rounds. Tafa était plus dangereux debout, mais William a trouvé la solution au sol. Au round 2, déjà, il y avait beaucoup moins de rythme.
On a Tafa qui arrive à défendre un takedown et qui est de plus en plus précis, donc on se dit ok, il va peut-être réussir à le faire. Malheureusement, il envoie un high kick un peu bête, il se fait amener au sol, puis ça a été l'histoire de ce combat. À partir du moment où ça touchait le sol, Tafa avait beaucoup de mal à se relever. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi mauvais au sol parce que debout, il a des choses à proposer. C'est surtout une brute, hein, il frappe très fort, mais il encaisse très bien aussi. Hein. Son adversaire l'a dit en conférence de presse, Williams, qui s'est imposé à la décision. Il dit ouais, je le frappais, il bronchait pas. Je savais même pas si je lui faisais mal ou pas. Pourtant, j'avais l'impression d'envoyer, je suis un poids lourd. Le gars ne bronchait pas. Il dit ouais, bah c'est ça les mecs des îles, hein, ils ont la tête dure. Il s'attendait à ce genre de combat, forcément. Je m'attendais, il le dit, à avoir des gros échanges debout, que ça frappe très fort, et puis que moi je l'amène au sol. Je dois encore bosser mon Grand Pound, c'est pas parfait, mais je suis encore jeune dans le sport. Il fait lui aussi partie de la team Strickland. Bon, il s'entraîne pas tous les jours avec Strickland, hein, c'est pas le même poids. Mais il dit ouais, on a vraiment une super équipe. Je m'entraîne avec des gars qui vont vite, des gars qui vont fort. Ce qui fait que j'étais tellement préparé que là, dans le combat, j'ai l'impression qu'on y allait au ralenti. Le gars bougeait beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude à l'entraînement. Et du coup, ça m'a forcément beaucoup aidé. Et puis je vous en avais parlé, on avait Kurt Holobaugh qui combattait en main event de la carte de l'undercard, des prélims. Malheureusement, il a perdu. J'avais fait une vidéo dédiée à lui la semaine dernière. Je vous invite à aller la voir, aller dans mes vidéos. Il a amené son agressivité, comme d'habitude, il a un peu touché, il a été à la bagarre, c'est son côté bagarreur, j'aime beaucoup. Malheureusement, dès qu'il a été emmené au sol, et ça a été le cas dans le round 1, dans le round 2, dans le round 3, il a jamais réussi à se relever. Il a passé peut-être 3 minutes au sol dans le round 1, 2 minutes 30 dans le round 2, puis encore 3 minutes dans le round 3, quelque chose comme ça, il n'y a rien à dire, il a perdu le combat. Son adversaire n'a pas brillé non plus, mais j'étais assez déçu quand même pour lui. On avait du Bellator aussi ce week-end, hein, là ça y est, le Bellator à la sauce PFL. Et on a Pitbull qui a remporté, qui a pris la ceinture des poids plumes, hein, face à Kennedy. Vous le savez, moi je regarde pas trop le Bellator ni le PFL. J'ai envie de m'y mettre, donc je vous ai dit que je vous ferai des petits points de temps en temps. Donc on y est, ça y est. Au round 1, on a Pitbull qui a beaucoup joué de ses low kicks. Et alors qu'il a été touché un peu plus tôt dans le round 3, il a réussi à renverser la vapeur. Franchement, c'était très fort de sa part. Les 2 premiers rounds, c'était pas génial, on va pas se mentir. C'était Pitbull qui envoyait du low kick, pas forcément masqué. Au round 3, il envoie un low kick, toujours sans le masquer. Son adversaire le contre en point. Je me dis, ah ça y est, Kennedy, il a compris le timing, il a compris comment ça arrivait, et là, il l'a puni. Bon bah finalement, rapidement, c'est lui, hein, Kennedy, qui s'est fait punir. Un beau KO. On a Kennedy qui est debout contre la cage, et Pitbull qui l'enchaîne, les coudes, les poings, ça va dans tous les sens. Toujours très impressionnant ce genre de KO. Puis l'arbitre qui s'interpose. Donc franchement, je vous invite à aller voir, ne serait-ce que le finish, il est plutôt intéressant. Et puis en main event, on avait Anderson contre Moore. Le combat qui avait bien commencé, hein, très intense. Moore qui avait touché debout. Mais voilà, après Anderson a compris que dès qu'il venait lutter, dès qu'il amenait au sol, il n'y avait pas trop de résistance en face. Et ça a été ça pendant 5 rounds. J'ai pas beaucoup aimé le combat, pour être très honnête avec vous. C'était pas top. Moore, il a très vite été très fatigué. Et du coup, même quand il arrivait à se relever des phases de sol, il avait plus de jus pour faire la différence. Il touchait, mais on sentait qu'il y avait beaucoup moins d'impact. Et puis Corey Anderson, c'était le combat parfait pour lui. Il l'a amené au sol, il grignotait les points, il laissait couler les secondes. Bon, j'ai pas vraiment apprécié ce combat-là, mais bon, le champion des light heavyweight au Bellator, ce sera Corey Anderson à partir de maintenant. Retour à l'UFC et un petit mot de l'UFC 300 puisque Bonical, vous le savez, il va combattre contre Brundage. Et bah Bonical justement, il revient d'un petit lay-off quand même, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu dans la cage. Il a dit que ça lui avait fait du bien, il a bossé les fondamentaux. Il dit bien sûr en striking, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Je rappelle qu'il vient de la lutte, un énorme niveau de lutte, mais il dit j'ai tout bossé, tous mes fondamentaux, le JJB, même la lutte. Il dit c'est quand tu viens de la lutte, quand même la lutte MMA c'est un peu différent. Moi je suis beaucoup sur les fondamentaux, donc ça m'a fait énormément de bien. Et Bisping qui l'interviewe lui dit ouais, la lutte c'est vieux. Donc il y a des process, il y a des façons de s'entraîner, on sait comment être performant en lutte, mais le MMA c'est nouveau. Est-ce que toi t'as eu peur de te retrouver dans une team où on fait un peu n'importe quoi? Parce que chaque team a un peu ses systèmes d'entraînement, a ses habitudes, alors qu'en lutte c'est quand même assez uniformisé, même si chacun a forcément ses spécialités, mais voilà, on voit très bien ce qu'il veut dire là-dedans. Bisping, il dit ouais bien sûr, je voulais pas tomber dans n'importe quelle team, je voulais être bien entouré, je voulais une équipe qui a un process, qui sait comment aller à la victoire, qui construit les victoires, je voulais un système. Il dit je voulais pas juste apprendre les techniques et puis aller dans la cage. Non, je voulais avoir un plan A, un plan B, je voulais qu'on construise les choses, comprendre ce que j'étais en train de faire, ça nous en dit beaucoup sur lui, hein. Je pense qu'il va être très cérébral dans sa façon d'aborder les combats. On lui a aussi dit qu'il n'avait pas encore été inquiété dans la cage. Il dit oui c'est vrai, pour l'instant j'ai fait que des finishes au premier round, tant mieux, mais à l'entraînement je me donne vraiment beaucoup de mal. Il va à l'American Top Team, il tourne avec Vettori, il tourne avec Elben, donc c'est pas n'importe qui. Il dit eux ils arrivent à me mettre en difficulté, et puis j'ai quand même hâte de passer le premier round, j'ai hâte de devoir me dépasser pour battre mon adversaire, d'être un petit peu testé. Alors moi je lui dirais, plus tard ça arrive dans ta carrière, mieux c'est, parce que si tu prends beaucoup de coups tout de suite, peut-être que quand tu arriveras à la ceinture, tu seras un peu cassé, il faut trouver le bon dosage, il faut pas avoir que des combats faciles, il faut avoir un peu d'adversité, mais bon c'est pas facile de construire une carrière, il n'y a jamais un chemin parfait bien sûr.
Et on lui dit ouais, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Alors moi personnellement je vous en parlerai hein, quand on va se rapprocher de l'UFC 300. Je pense que son adversaire n'a pas grande chance contre lui, mais on y reviendra. Et lui il dit voilà, mon adversaire il frappe quand même fort. Même s'il a beaucoup de défaites, il a souvent réussi à drop, c'est-à-dire à toucher, à envoyer au tapis ses propres adversaires. Donc je dois faire attention à ça. Et puis le fait d'être sur la main card, il est beaucoup critiqué, Bonical. On dit attends, le mec, il a 2 ou 3 combats à l'UFC, il se retrouve en main card de l'UFC 300. On a des mecs comme Jim Miller ou même Cody Garbrandt qui sont en undercard, c'est pas normal. Il dit mais moi c'est mon métier, j'ai pas choisi. L'UFC me dit tu combats en main card, bah je combats en main card. Il dit moi à choisir. Sauf si je suis main event ou co-main event. Sinon je préfère combattre de bonne heure, comme ça je rentre le soir avec ma famille et je suis tranquille. J'attends pas pendant des heures dans l'arène. Il dit maintenant c'est comme ça, on m'a dit que je serai en main card. Il y a un petit avantage là-dedans, c'est que mon adversaire n'a jamais été sur une main card de pay-per-view, alors que moi oui, moi je suis habitué à la lumière, je suis habitué au projecteur. Déjà je l'étais habitué en lutte, hein, j'avais beaucoup de pression aussi en lutte, mais c'est une pression que ne connaît pas mon adversaire, et je pense que ça peut jouer en ma faveur. On lui a aussi dit qu'il faisait jamais de trash talk. Il dit non, franchement, moi, il n'y a rien de personnel. Quand je rentre dans la cage, je viens affronter un gars. Je suis pas là pour faire du trash talk. Je suis plutôt un bon gars, donc j'ai pas envie de me trahir. On a aussi Demetrious Johnson hein, qui est revenu sur sa situation à l'époque où il était à l'UFC. Il explique que lui, voilà, il gagnait pas énormément d'argent, il n'avait pas de point pay-per-view. On lui avait dit que quand il deviendrait champion, il aurait le droit au point pay-per-view. Et il n'y a pas eu le droit. Il dit ouais, j'ai entendu dire que les mecs, ils prenaient 500 000 $ flat quand ils étaient champions. Moi, c'était pas le cas. Quand j'ai appris que par exemple un mec comme CM Punk avait gagné beaucoup d'argent dès le début, ça m'a un peu fait du mal et c'est pour ça que j'avais été un peu en conflit avec l'UFC. On peut comprendre, Demetrious Johnson, il a jamais été rémunéré à la hauteur de ce qu'il a fait. Il a jamais eu de pay-per-view, de points pay-per-view. Pour ceux qui savent pas, en fait, les pay-per-view, les Américains, ils payent 70 $ pour voir un pay-per-view. Et puis on dit aux combattants, bah écoute, toi, comme t'es champion, tu vas toucher 1 $ sur toutes les ventes de pay-per-view. Donc s'il y a 500 000 ventes, bah, le mec, il prend 500 000 $ en plus de sa prime. C'est énorme, forcément. Demetrious Johnson, lui, il a jamais eu le droit à ça. Il n'avait pas un gros contrat, donc il dit voilà, quand il y a un mec comme CM Punk qui arrive, qui prend 500 000 et qui prend des points pay-per-view, forcément je l'avais mauvaise. Mais sinon, Demetrious Johnson, lui, il a participé au Pan American, hein, compétition de jiu-jitsu brésilien très très connue, je dirais presque la plus grosse des États-Unis. On va peut-être pas compter le gros tournoi de la DCC, mais voilà, je suis pas un expert non plus, mais je sais que c'est ultra connu. Et bah sachez qu'il a remporté la médaille d'or en catégorie Master 2, donc ça c'est pour son âge. En poids plume, donc c'est 69 kg et quelques, et il a remporté l'argent en open weight. Donc en open weight, il a combattu un adversaire de 113 kg qu'il a battu, et il a perdu en finale contre un gars de 97. Franchement, c'est énorme. Demetrious, c'était une légende du MMA. C'est devenu maintenant ça devient un très bon combattant de JJB. Je dirais pas que c'est une légende quand même, j'allais m'enflammer un petit peu, mais vous l'aurez compris. Avant de passer à la minute auditeur, je voulais vous dire que les gars, je vais faire un live demain à 20 h. Donc demain il n'y aura pas de vidéo, il y aura le live à 20 h, n'hésitez pas à vous connecter. Ceux qui ne pourront pas être là, forcément je le mettrai en vidéo disponible peut-être juste après ou le lendemain en tout cas. Ça va être un premier live hein, donc il va y avoir des réglages, j'espère que le son sera bon, j'espère que tout sera bon. Et voilà, vous l'aurez compris, tenir le rythme tous les jours, sortir une vidéo à 17 h, ça prend énormément de temps, énormément de recherche, plus le montage etc. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos prochainement, c'est pas sûr, hein, peut-être qu'il y aura encore des vidéos tous les jours, je sais pas. En tout cas il y en aura toutes les semaines quand même. Et puis le live, c'est une façon pour moi de ne pas faire de montage. On pourra échanger. Peut-être que si vous voulez appeler, participer, on le fera, bien entendu. Donc ça peut être un bon moyen. Et puis surtout, je me mets très actif sur Twitter. Je relais énormément d'informations. Donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien, il sera dans la description de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez suivre toute l'actualité. Même les jours où il n'y aura pas de vidéo, je vous partagerai énormément de choses. Des photos, des vidéos, des articles. Toujours avec le petit mot en français, parce que la plupart des sources sont en anglais, bien sûr. Donc n'hésitez pas. Et puis tout de suite, on passe à la minute auditeur. J'ai le Braque qui me dit pour ce qui est du changement de stratégie de Geji, je crois pouvoir ajouter que ce dernier a eu une opération aux yeux qui lui a permis de voir tout simplement l'adversaire. Avant ça, il attendait d'être touché pour se savoir à distance. Ça donnait donc des dogfights. Alors écoute, je savais pas que sa vue était aussi mauvaise. Il y avait peut-être un problème. Je sais on comprend qu'il louche un petit peu Justin Geji. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils avaient des problèmes de vue, qui se sont fait opérer, que ça va beaucoup mieux depuis. Parce qu'on parlait de Benoît Saint-Denis qui devait peut-être un peu se réinventer. Pourquoi pas s'inspirer de Justin Geji. Je vous renvoie à l'épisode de vendredi. Donc ouais, l'opération des jeux, ça a peut-être joué. Après, de là à ce qu'ils disent il attendait d'être touché pour savoir qu'il était à distance, ça me semble un peu gros. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. On a Kirous qui me dit si Ousmane fait une percée en moyen, ce serait énorme. Je suis entièrement d'accord avec toi après ce qu'il a fait en welter. Est-ce qu'il est fini Ousmane? Je sais pas. Il prend un terrible high kick contre Edwards. Il revient un peu vite. On sent qu'il est pas trop dans le combat. Après, il monte en moyen. Il prend Chimaev qui a vu un camp d'entraînement complet. Lui, il prend le combat à 10 ou 15 jours.
il fait quand même quelque chose, faut être honnête, hein, le combat en 5 rounds, on sait pas ce que ça aurait donné. Est-ce qu'il est fini? Je sais pas, mais ouais, le voir en moyen, ce serait plutôt cool. Et puis NetDogs qui dit la même chose, hein, Ousmane est capable de faire de bonnes choses en moyen, vu ce qu'il a fait à Chimaev en short notice. J'aurais aimé voir une revanche avec Ousmane à 100%, on la verra peut-être un jour. Et puis il y a Younsrub, tu m'excuseras, qui dit « Le retour de Aldo, c'est une super bonne nouvelle, il est parti à la retraite alors qu'il avait fait une très bonne prestation contre Dvalishvili. Je rêverais qu'il puisse revenir à très bon niveau dans le classement et que l'UFC organise une revanche contre Conor McGregor. » Alors j'y avais jamais pensé, avec Conor McGregor tout est possible. J'ai un peu du mal à voir ce combat quand même, hein. Mais on sait pas, Conor, tout peut lui passer par la tête. Pour José Aldo, ce serait un super cadeau. Maintenant, c'est sûr que voilà, José Aldo, il est quand même un peu plus sur la fin, combattant de légende. McGregor, il est plus sur la fin aussi. On n'aurait pas le feu d'artifice qu'on nous avait annoncé à l'époque, hein, quand McGregor l'a battu. Et parce qu'après, tu rebondis, tu me dis, ouais, je me souviens à l'époque, j'étais tellement impatient de voir ce combat. J'étais pour José Aldo, et comme beaucoup, je m'attendais à un super combat bien disputé. Et là, hop, en 30 secondes, tout était plié, 13 secondes, pardon. Frustration totale que je n'ai toujours pas digérée en tant que fan de MMA. Mais ouais, moi, je me souviens à l'époque, moi, je me disais, ah là, McGregor, on va voir. Là, il va être testé, là, il va falloir qu'il se dépasse. Là, ça va être l'épreuve du feu pour lui. Et bon, finalement, il a écrit l'histoire quand même, hein. Il a fait une grosse partie de sa carrière là-dessus. Le highlight, il a tourné dans le monde entier. L'UFC adore en parler. Ça fait partie des grands moments de MMA quand même, hein. Surtout parce qu'il fait ça à José Aldo. C'est surtout ça. Mais oui, bien sûr, la guerre qu'on avait envie de voir, on ne l'avait pas vue ce jour-là. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle, demain, live à 20 h. Je vais faire le maximum, hein, c'est une première. Donc on sera sur les réseaux, je vais scroller un petit peu Twitter, Instagram, etc. On parlera des news, j'aurai quelques interviews desquelles je voudrais vous parler. Je vous parlerai de l'UFC 300. Vous ferez un peu les sujets aussi, vous pourrez me poser des questions, vous pourrez intervenir forcément. Ce sera une première demain à 20 h en live. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez suivre l'actu. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. C'était une vidéo 20 minutes quand même, je pensais pas. J'ai pas trop de temps aujourd'hui, donc vous avez vu, ça a été rapide, pas de jingle, etc. Mais l'info était là, je vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve demain. Salut!